Merci d'être aussi nombreux et vous savez que ça me fait chaud au cœur et à toute mon équipe. Équipe du 16, équipe du 17. Oui, c'est vrai, 16-17. Vous savez qu'il y a eu une modification dans les structures, dans les circonscriptions de Paris. L'explication est relativement simple. Le Conseil constitutionnel, et je ne peux rien dire contre le Conseil constitutionnel, vous imaginez pourquoi. Le Conseil constitutionnel a décidé que pour une circonscription, il fallait 120 000 habitants au minimum. Et donc, les circonscriptions ont été redécoupées, d'autant plus que la modification de la Constitution récente a fait qu'il faut nommer, il faut élire des députés représentant les Français de l'étranger. Et là, je fais une parenthèse pour vous amuser. C'est très difficile d'élire des députés des Français de l'étranger parce qu'il faut 120 000 personnes déclarées au consulat. Il y aura donc un député pour la Suisse. Et il y en aura un pour 58 pays, de l'Ukraine jusqu'au Japon. Pourquoi c'est différent? Je ne sais pas pourquoi il y a tant de personnes en Suisse. Donc je vous présente ici, vraiment du fond du cœur, tous mes vœux. Mes vœux de bonheur. Et c'est important pour vous, votre famille, vos proches, ceux que vous aimez, même ceux que vous n'aimez pas. Mais des vœux aussi de santé, et vous imaginez qu'un médecin comme moi, vous présentez des vœux de santé. Ça va contre mon propre intérêt, mais elles sont aussi du fond du cœur. Mais vraiment du fond du cœur, parce que c'est vrai. Santé, bonheur, et des vœux de paix. Et je reviendrai tout au long de ce discours, si je puis m'exprimer ainsi, sur la paix. Alors oui, 16-17. D'abord, merci, et je l'ai dit tout à l'heure, à ceux qui représentent le 16, les élus, ceux qui représentent le 17, et même ceux qui représentent l'Assemblée nationale, monsieur le député, le Sénat, monsieur le sénateur, messieurs les députés, messieurs les sénateurs, qui m'ont fait vraiment beaucoup de plaisir d'être ici. Il n'y avait aucune raison de venir, si ce n'est l'amitié. Alors oui, ces vœux, d'abord pour notre arrondissement, puisque maintenant c'est la 4e circonscription qui regroupe le 16 Nord et le 17 Sud, et je m'y attacherai du fond du cœur. Pourquoi? Parce que ça fait partie de Paris, et vous savez qu'il y a des problèmes importants à Paris. Et aussi dans ces arrondissements. On dit que ce sont les arrondissements privilégiés, non. Ce sont les arrondissements qui ont des problèmes comme d'autres. Problèmes de propreté. Et je vous annonce que je vais lancer une pétition. Une pétition que je vais mener pour essayer de convaincre, si tant est qu'on puisse convaincre, le maire de Paris de faire un effort sur la propreté. Oui, l'effort sur la propreté parce que, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux et celles qui viennent à Paris pour visiter Paris. Et quelquefois, j'ai un peu honte. Je vous le dis simplement, qu'on soit du 16, qu'on soit du 17, qu'on soit d'ailleurs aussi, j'ai un peu honte, parce que quand on voit ce manque de propreté, alors oui, je vous engage à signer cette pétition qui débordera peut-être le 16 et le 17, mais qui devrait, je l'espère, entraîner un mouvement, un geste, quelque chose de Bertrand Delanoë. Non, laissez-moi y croire. Et puis, propreté et sécurité. Sécurité, j'y reviendrai quand je parlerai un peu du national. Oui, c'est vrai. Nous avons des problèmes de sécurité qui sont de plus en plus prégnants. On nous dit, ça va mieux, ça va mieux. Oui, mais le ressenti n'est pas si évident que ça. Et je voudrais, et je le dis encore une fois, je voudrais que les maires d'arrondissement aient plus de pouvoir sur leurs arrondissements. Pouvoir de sécurité. Parce que, je ne vais pas dire que le 16 et le 17, comme d'autres arrondissements dits de droite, sont moins, comment dirais-je, moins aidés par la mairie. Je ne le crois pas, je n'ose pas le croire, je ne veux pas le croire, certains le disent, peut-être. Sécurité, propreté, les crèches. Et là aussi, il y a un paradoxe. On nous dit, et c'est justifié,
il faut que les hommes travaillent, les femmes travaillent. Mais pour que les femmes puissent travailler sereinement, pour que les femmes puissent travailler et aussi être mères de famille, que les hommes soient pères de famille, il faut aussi qu'il y ait des crèches. Et il y a ce paradoxe où il y a de moins en moins, où il y a peu de crèches. Et on dit aux femmes, allez-y, travaillez. Mais travaillez comment? Bien sûr, avec les aides à domicile. Et vous savez que je suis dans la majorité et fier de l'être. Mais de temps en temps, il m'arrive de, comment dirais-je, en termes galants, pousser des coups de gueule. Et je trouve qu'il est tout à fait légitime de faire des réductions de dépenses, la RGPP, et d'éviter de trop dépenser. Mais peut-être ne fallait-il pas raboter l'argent que l'on donnait à ceux et celles qui employaient du personnel, des gens, des femmes pour garder leurs enfants. Il y a un paradoxe. Alors oui, 16e, 17e, je m'y attacherai, j'ai déjà une permanence qui est rue Poncelet. Je continue avec ceux qui sont ici, Micheline Simon, Martine de Dinet, d'autres encore, à recevoir. D'autres reçoivent dans le 16e et dans le 17e pour moi. Je serai dans les deux endroits. C'est vrai que c'est un peu paradoxal. Puisque quand vous regardez le 15e arrondissement, il a pris un peu du 17e. Quand vous regardez le premier arrondissement, c'est le premier, deuxième, troisième, etc. On est un peu mal à l'aise de temps en temps parce qu'il n'y a pas d'adéquation entre l'arrondissement et le député. Mais je serai sur les deux. Y aura-t-il un débat? Y aura-t-il un combat? Non, c'est rien. Il y a des bruits, des chuchotements. Il n'y a pas de cris. En tous les cas, je serai candidat et, grâce à vous, je serai votre élu. Alors, il est de tradition, quand on présente ces vœux, de regarder un peu en arrière ce qui s'est passé pendant l'année 2010, en France, à Paris, dans le monde. À Paris, pas grand-chose. À Paris, pas grand-chose, si ce n'est qu'on nous prévient qu'il y aura de moins en moins de voitures. On nous dit qu'on va fermer les berges de la Seine. On nous dit que beaucoup de choses. Paris ne se grandit pas pour l'instant. Et pendant l'année 2010, il ne s'est pas passé grand-chose. Si peut-être, de la part de notre majorité, l'évocation du Grand Paris. Il était temps. Et vous savez qu'il y a quelques années, j'ai prôné le Grand Paris. J'avais même fait des propositions de loi pour qu'on étende Paris. Nous sommes la plus petite capitale du monde. Il faut s'étendre. Si nous voulons rentrer dans cette compétition, on parlera tout à l'heure, cette guerre économique, il faut avoir une capitale digne de ce nom. Il s'est passé des choses au niveau national, bien entendu, en 2010. Manifestations et grèves. Et revenons-y 2 minutes. Allons même plus loin encore en arrière. Je suis surpris de l'idéologie qui remonte. Maintenant, c'est l'anniversaire de la mort de François Mitterrand, qui remonte à 81. Je ne dirais pas de mal de François Mitterrand, vous savez pour quelle raison. Vous l'avez peut-être vu sur la télévision, j'ai dit ce que je pensais, puisque j'ai été son opposant parmi tant d'autres, depuis 86, parmi tant d'autres. J'étais son médecin, 2 fois, et j'ai été son ministre. Non, pas son ministre de Balladur, Édouard Balladur, mais c'était la cohabitation, et vous imaginez mon attitude un peu surpris d'être à la table du Conseil des ministres avec mon malade en face. Et j'ai assisté au dernier Conseil des ministres, qui a été un moment assez émouvant de l'histoire de France, Simplement, ce que j'ai retenu, c'est qu'il nous a dit, et certains disaient, il n'a plus sa capacité intellectuelle de parfaitement bien, et d'ailleurs, il nous a dit, c'est mon dernier Conseil des ministres, j'aurais aimé avoir quelqu'un d'autre ou quelques personnes différentes en face de moi, enfin, je m'accommoderai de votre présence. Personne ne lui a répondu que c'était simplement la République
et les lois de la République qui avaient provoqué une alternance, peu importe. Mais, si je reviens à 1981, c'est que je suis surpris, et vous allez voir les conséquences. C'est que dès qu'il a été élu président de la République et qu'il a nommé Pierre Mauroy, on a nommé un certain nombre de ministres. Il y en a un qui ne vous a pas, je crois, traversé l'esprit, vous ne l'avez peut-être pas retenu, le ministre du temps libre. Monsieur Henry. Et c'est très intéressant qu'on puisse nommer un ministre du temps libre. Le signal donné à cette époque, c'était qu'il faut du temps libre. Et que finalement le travail, oui certes, mais du temps libre. Vous vous en souveniez plus, mais en même temps, retraite à 60 ans. Et puis quelques années plus tard, 35 heures. Les signaux ainsi donnés étaient tout à fait extraordinaires, puisque c'était ne travaillez pas trop, temps libre, partez tôt, 60 ans, et pas trop de fatigue, effectivement, 35 ans, 35 heures, c'est pas beaucoup. C'était ne pas comprendre du tout le monde. Et quand nous, l'année dernière, en 2010, nous avons voulu, et tu t'en souviens, vous vous en souvenez, messieurs les parlementaires, comme nous avons voulu réformer, pas grand-chose, passer de 60 à 62 ans. Alors que tous les pays d'Europe étaient déjà à 65, 66, 67, certains se posaient la question de savoir s'il fallait pas aller plus loin. Drame. Drame dans la rue. Drame, grève. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il faut toujours respecter ceux et celles qui sont en grève, ceux et celles qui manifestent, les syndicats. Mais je crois qu'ils étaient en dehors du temps. En dehors du temps, pourquoi? Parce que, je dirais tout à l'heure, nous sommes dans une guerre économique. Et que les autres pays européens nous regardent avec un petit sourire en coin. Ils ne veulent pas travailler. Ou bien nous travaillerons, disent-ils. Et quand on regarde les pays du monde entier qui se mettent à travailler d'arrache-pied, ils nous regardaient avec un petit sourire narquois. On ne veut pas travailler. Et ce qui m'a le plus frappé, je vais vous le dire, puisqu'on regarde 2010, c'est de voir des enfants. Des enfants dans la rue, le point levé. Point levé. Des enfants de 15 ans qui vous disaient non à la retraite à 60 ans. Mais je leur ai dit, mes enfants, je l'ai dit à l'Assemblée générale, est-ce que vous vous rendez compte que quand vous serez à la retraite, votre espérance de vie sera de 100 ans? Et vous voulez partir à 60 ans. Regardez ceux qui lisent le Figaro Magazine, on voit un poupon marqué 130 ans. Alors 60 ans, il restera 70 ans à la charge de l'État. C'est pas envisageable ni convenable, c'est absurde. Et puis j'ai entendu, vous aussi, je pense, cette jeune fille très belle, au demeurant, qui vous disait « Oh, travailler c'est déjà difficile, faire ses études c'est déjà difficile, travailler c'est exténuant, alors vivement la retraite. » Elle avait 15 ans. Oui, vous riez, c'est vrai. Mais c'est dramatique. Dramatique parce que cette ambiance qui a été imposée, qui a été provoquée, qui a été poussée par certains, de 81 jusqu'à ce que nous revenions au pouvoir, cette ambiance, elle est passée dans le cœur des Français, dans l'être, dans l'âme des Français. Pourquoi travailler? L'État est là. Et l'État va subvenir. Vous savez, c'est plus profond qu'on ne le pense, parce que non seulement c'est dramatique, mais c'est l'idée, encore une fois, que l'État va subvenir à tous vos besoins. Oh, l'argent, on en trouvera. L'argent, l'État, naka, yaka, il faut... Non. Alors oui, nous avons ce courage. Et nous avons non seulement ce courage de proposer, mais de tenir. Combien de fois, depuis des lustres, des lois sont proposées, votées même à l'Assemblée, des manifestations surgissent et on retire la loi. Et là, nous avons tenu. Et certains peuvent me dire, mais vous avez tenu contre le peuple. Non. Nous avons
tenu pour notre pays. Et je suis sûr, et je vous dis, j'en suis certain, que les Français nous en seront gré. Je suis même certain, et je vous le dis, que les socialistes nous en seront gré. Eux qui se battent pour je ne sais pas quoi d'ailleurs, pour qui, je ne sais pas encore. Non, ça c'est autre chose. Je ne suis pas là pour dire du mal des autres, bien que ça fasse du bien. Alors, après, il y a la sécurité. Je vous l'ai dit, les lois sur la sécurité, arrondissement 16-17, mais la France. On voit partout que la sécurité, l'insécurité existe, que la violence est de plus en plus prégnante et de plus en plus désastreuse, immonde. Regardez, aujourd'hui encore, on a réussi à prendre un certain nombre d'individus qui n'avaient pas hésité à tirer, à tuer. Comment peut-on expliquer? Je n'ai pas ces explications, je n'en ai pas. Il y en a beaucoup. Certains, j'ai entendu, je l'ai dit, même moi aussi, que c'est vrai que l'éducation que nous donnons à nos enfants, les films qu'ils regardent, les jeux avec lesquels ils jouent, il faut tuer le plus possible d'avatars, puisqu'on appelle ça des avatars. Peut-être que ça leur donne une moindre notion de la valeur de la vie. C'est vrai aussi que la difficulté qui existe, le chômage, c'est vrai. Peut-être qu'ils sont déstabilisés. C'est vrai aussi que l'école ne joue plus son rôle. Et peut-être avez-vous lu, en tous les cas, je vous le distribuerai, la lettre que j'ai écrite à mon professeur de 7e. Pour dire que, à cette époque, ça fait un peu vieux con, pardonnez-moi de le dire. Mais justement, je crois que c'est tout à fait d'actualité. Il faut maintenant redonner à l'école républicaine ces lettres de noblesse et donner aux professeurs, aux enseignants, la volonté de diriger une classe et de se faire respecter. Bien sûr, il y a la mixité, et il la faut. Bien sûr, mais il faut aussi peut-être que les adultes donnent l'exemple. C'est facile d'aller critiquer les enfants, les adolescents, mais il faut que nous donnions aussi l'exemple. Nous le donnions dans nos métiers, et plus particulièrement en politique. Vous savez, l'antiparlementarisme a toujours existé, donc je ne m'y attacherai pas. Mais nous devons être exemplaires. Nous devons être exemplaires. Exemplaires, ça ne veut pas dire être d'accord avec tout le monde, mais exemplaires avec nous-mêmes, exemplaires avec les deniers de l'État, exemplaires dans notre comportement. C'est ce que j'ai peut-être reçu en héritage, j'espère dans mon famille. L'insécurité, oui. Et je vais vous dire, vous montrer la différence. On nous dit immigration, oui, bien sûr. Il y a une immigration incontrôlée. Bien sûr, elle est une des sources de la sécurité, une des sources. Et vous avez peut-être vu, au courant de 2010, un certain nombre de mes prises de position qui ont pu vous choquer, quand on a parlé des Roms. Oui, il y a des Roms qui sont des délinquants, mais ce ne sont pas les Roms. Et ne mélangeons pas les Roms et les gens du voyage. Et il y a un amalgame qui ne m'a pas plu. Je suis très susceptible. Oui, il faut une sécurité. Oui, quand quelqu'un est en situation régulière, bien entendu, il faut le renvoyer chez lui. Et nous, on nous a fait voter une loi, je l'ai votée, mais, en disant il faut déchoir de la nationalité ceux qui, étrangers binationaux, auraient tué un policier. Et là, je l'ai dit à Nicolas Sarkozy, quand nous étions reçus tous ensemble, tu te rappelles, ou en tête à tête il y a quelques jours encore, je lui dis, à quoi est-ce que ça va servir? Ça va concerner une, deux ou trois personnes, jusqu'en 2012, pas plus. Et pourquoi un policier, pas une femme enceinte? On dirait que c'est la femme enceinte et policière. Non. Et j'ai posé la question, simplement en disant, mais pourquoi est-ce qu'on n'a jamais réfléchi à l'acquisition de la nationalité? Je ne veux pas du tout ici remettre en cause le droit du sol, mais l'acquisition de la nationalité. Nous sommes un pays ouvert, bien entendu, nous sommes là pour accueillir. Nous sommes un pays judéo-chrétien, nous sommes là pour accueillir ceux et celles qui ont
pas les mêmes valeurs, pas les mêmes opinions, mais à partir du moment où ils viennent chez nous, il faut qu'ils acquièrent et qu'ils acceptent nos valeurs et nos études. Le respect est fondamental. Et je n'ai pas compris, je l'ai dit très simplement, quand on a parlé à un moment donné de la nationalité, quand on a parlé de la France, des Français, peut-être que ce débat a été mal engagé. Moi, je voudrais simplement vous dire que je suis fier d'être français et fier quand quelqu'un vient, accepte nos valeurs et sans perdre les siennes, mais accepte nos valeurs. Qui que ce soit. Et j'ai dans mon service, j'en suis fier, un homme merveilleux qui est d'origine algérienne. Il est venu en France. Il est venu en France pourquoi? Parce qu'il a fui l'islamisme. Il est médecin. Il a eu l'équivalent de ses diplômes. Il est français. Il a même récemment été décoré. Que me dit-il? Et c'est important que vous le sachiez. Il me dit, vous avez fait voter des lois sur la sécurité, en particulier des lois sur la burqa. Vous avez mis du temps. Si je suis venu ici en France, c'est pour fuir, justement, ce que je voyais dans un certain nombre de pays. Cette humiliation permanente de la femme. Cette humiliation non seulement pour la femme, mais l'humiliation pour nous qui regardons la femme. Parce que le message que cette femme voilée nous fait passer, c'est « Vous n'êtes pas digne de me regarder. Je me masque pour que vous ne me regardiez pas. Vous avez un regard impieux. » Comment est-ce qu'on peut accepter ça chez nous? Et je n'ai pas compris les débats qui ont eu lieu. Ils étaient tellement simples. J'étais à l'origine, avec Jean-François Copé, avec d'autres, depuis longtemps, j'avais dit, la burqa, non. Et nous l'avons enfin voté. Ben, vous voyez, de temps en temps, je suis tout à fait dans le moule. Quelquefois, je me rebelle. Je me suis rebellé pour quelques cas, comme la grippe. Comme la grippe, et peut-être aussi ce qui est en train de se passer pour le médiator. On a entendu à la télévision en disant simplement nous devons être insoupçonnables et nous devons être particulièrement droits. Même si ça ne nous plaît pas, parce que ça peut être des amis, peu importe. D'abord le service de notre pays. Et puis, ce qui s'est passé aussi en France, oui, c'est la crise économique. Que n'a-t-on dit? Et là, je voudrais vous dire toute mon admiration pour Nicolas Sarkozy. Vous savez, cette crise a touché tous les pays. Tous les pays. Et si nous avons pu réussir un peu mieux que les autres, ce n'est que par rapport aux autres. C'est parce que, justement, nous avons un chef d'État qui a su prendre à bras-le-corps cette crise. Et regardez-le. Il a été dans tous les pays, il a réuni tout le monde, il a imposé. D'autres pays s'en sont bien mal sortis. Nous aussi, bien sûr, nous avons une augmentation du chômage, nous avons une augmentation importante de la pauvreté. Nous avons, oui, beaucoup d'emplois qui ont été supprimés, beaucoup de délocalisations. Mais cette crise économique, nous sommes en train non pas de la dépasser, de la surpasser, d'en sortir. Elle n'est pas finie.